On est rendu dans les 4 piliers. Orientation solaire, isolation et étanchéité, masse thermique et matériaux écologiques. Donc, c'est les 4 piliers de l'éco-construction ou rénovation. Donc, si on agit dans les 4 éléments, ben on multiplie nos chances d'avoir une maison qui va être le plus possible écologique ou éco-énergétique. On va commencer par l'orientation solaire. Donc, le parcours solaire nous sert à orienter le bâtiment. Dans un contexte idéal, on va mettre notre façade au sud, mais je pense que je vais y revenir un petit peu tantôt. Donc, profiter du soleil pour chauffer la maison et s'éclairer, donc plus de confort, plus de joie, plus d'économie d'énergie. Est-ce contradictoire avec le milieu urbain? C'est sûr que ça peut être difficile des fois. Là. Dans des rues, ça se peut. Là. Parce que les municipalités exigent que la façade sur la rue soit une façade, qu'il y ait une porte, puis qu'il y ait des fenêtres assez. Fait que si votre façade n'est pas du bon bord de la rue, ça complexifie, mais tout se fait. Tout se fait parce que tu peux faire ton gain solaire du côté de la maison, tu n'es pas obligé de le faire en façade. Tu fais un design de façade qui va satisfaire aux normes de la ville, puis tu vas chercher ton gain solaire sur les autres côtés. C'est surtout comme des jumelés ou des rues à Montréal, là, je pense. Ah oui, les maisons arrangées, là, maintenant, tu as juste une façade, là, ça c'est compliqué. Ah oui, moi je restais à Montréal, là, puis j'avais le soleil le matin, puis le soir, c'est tout, mais pas sûr. Oui. Puis sinon, ben, c'est l'étage du haut qui pourrait avoir un gain solaire par le haut, par le toit, par exemple. Mais là, l'hiver, on perd énormément d'énergie par les puits, fait qu'il faut plutôt créer des éléments en saillie, en hauteur. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué, surtout dans les maisons arrangées. Là, on a un côté écologique de gain énergétique, d'économie d'énergie, mais dans certains cas, c'est très difficile d'aller chercher le gain solaire. Si quelqu'un s'arrête un terrain pour se construire, ça vaut la peine de réfléchir à l'achat de son terrain en fonction de ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est souvent... On n'a pas trop de problèmes. Souvent, tu vois, de même moi, j'ai modèle de ma maison. cuisine à l'est, tu prends ton café dans le soleil le matin. Là. J'aime ça. C'est ça. Mais les vieilles maisons, moi en tout cas chez nous, c'est vraiment fait comme ça. Oui, puis ici, naturellement, les maisons sont placées avec la vue sur la baie, puis c'est le sud. Tandis que moi, de l'autre bord, à Rimouski, là, je suis obligé de faire des maisons de façade. Fait qu'ils ont la façade solaire au sud, du côté où, si possible, la rue. Mais de l'autre bord, ils veulent des fenêtres, là. Ils veulent voir le fleuve, puis la vue sur la ville. Là. Puis là, j'en ai une, là, 3 étages de vide du côté nord, mais ils vont avoir des toiles en rouleur qui vont se fermer. Ils vont avoir 20 000 de store extérieur pour isoler. Mais c'est ça que ça y aurait coûté en store puis en toile, puis il ne se mettra pas de petits rideaux, il va se mettre des stores enroulables extérieurs. 20 000 ça moi, j'ai la pluie glaçante là-dedans. Je serais drôle de voir, je vais aller voir. Oui, bien là, c'est éprouvé. Ça fait quand même quelques années que ça fonctionne. Je n'ai vu une à Montjoly. Oui. Oui, mais comme c'est enroulable, puis que le rouleau est caché, c'est vraiment juste ce qui est exposé quand il est sorti, qu'il va avoir un peu de neige, mais au pire, tu vas le secouer, puis... Ça, c'est Alvia, tu parles? Alvia, oui. Les grands vents? Pour les grands vents, c'est tenu dans des moulures, ça. Fait que quand il est descendu, là, il est tenu par le haut, puis le bas, puis par le côté. Il n'y a pas d'air qui passe derrière. C'est pas étanche à perfection, mais ça vient créer un espace d'air, puis ça empêche le vent de venir frotter la vitre. Donc, non seulement il y a un espace d'air, mais on évite la friction, la convection. Puis ça peut avoir le rôle de couper le soleil aussi. C'est pas nécessairement juste quand on veut éviter la surchauffe. Donc, le côté nord, c'est notre point qu'il faut étudier là, davantage quand on a... C'est opaque, cette affaire-là. Oui, ça, c'est opaque. Oui. Puis ça peut être... mais c'est pas obligé d'être tout ouvert ou tout fermé. Tu peux le baisser pour couper le soleil en bonne partie puis avoir de la lumière, ou tu choisis tes fenêtres, puis t'en restes là, sur d'autres vues. C'est pas absolu. Là. Ensuite, donc, il faut faire les bons choix de proportion de fenêtres, avoir les bons rapports de fenêtres, faire attention à ça. Le vitrage et l'isolation et tout ce qu'on a déjà dit un peu. Il faut choisir une sorte de vitrage en particulier. Puis, prévoir l'isolation de cette fenêtre-là pour le côté nocturne. Principe actif du solaire passif. Donc, le succès d'un projet passif repose sur la recherche des moyens pour que vous le soyez aussi. Donc, passif. Parce que si tout repose sur votre action ou de l'action de votre client, qu'il faut qu'il aille contrôler toutes ses toiles une à la fois pour ne pas avoir trop de surchauffe ou avoir le gain solaire au bon moment, mais on travaille dans le jour puis on ne peut pas aller jouer avec nos toiles tout le temps. Donc, il faut que l'architecture soit conçue pour que ça se fasse tout seul,
À moins que quelqu'un veuille investir dans la domotique, ben là, il va y avoir des systèmes qui vont être actifs électroniquement ou programmés. Ça s'en vient surtout qu'en éco-construction, on réduit, on fait des maisons plus petites, mais on se paye des luxes. On va se payer de l'équipement qui va être automatisé, puis qui va gérer, qui va avoir des planchers chauffants, qui va contrôler la température. On n'est pas là, ça descend tout seul, etc., etc. Donc, on n'a plus de soucis, la maison va être intelligente. Mais c'est rare des clients qui ont beaucoup, qui savent plus quoi faire avec leur argent. Ça m'arrive pas souvent. Non. Bien, c'est sûr que la première idée qu'ils ont, c'est plutôt faire plus grand que plus équipé. Mais c'est sûr que c'est un beau luxe de se payer de l'espace, mais si on veut être écologique en même temps, on peut se payer d'autres luxes que juste la maison, puis voyager, puis c'est ton client qui voulait agrandir, comme genre l'autre moitié de sa maison, puis qui perdait tout le soleil, là. Oui, mais il va le faire. L'orientation, c'est pas sacré, dans le sens que plus ou moins 10% au sud, ça n'a pas d'incidence réelle. Donc, c'est pas franc-sud. On n'a pas besoin d'être absolument franc-sud. 10 degrés, ça ne change rien. Puis à 15 degrés, ça c'est notre 15% de surface de plancher, là, mais je veux dire, on peut se rendre à 20 degrés de différence, puis on va quand même avoir un bon gain solaire, puis on peut compenser un peu sur notre autre côté là, qui est plus franc-sud. Là. Si notre côté tout croche, on peut avoir deux façades qui donnent un petit peu plus de gain. Ça, c'est le tableau qui vous explique là, qu'il ne faut pas se fier à la boussole pour s'orienter au sud. Parce que le sud et le nord magnétique est dévié géographiquement. Donc, on a vraiment une déviation importante du sud magnétique par rapport au sud solaire. Donc, il faut relever notre sud, soit avec une application sur un cellulaire là, qui nous montre le parcours du soleil, ça existe, là, on peut avoir cette application-là, ou aller chercher le sud à midi. Ben, à midi, il est là, ou faire un relevé sur le site. Puis, tu m'apprends quelque chose. Ça veut dire, moi, je prends ma boussole, mon cellulaire, là, puis il indique pas vraiment. Il indique le sud magnétique, mais pas le sud géographique, et c'est le sud géographique qui est le sud solaire. Le cellulaire, c'est peut-être basé sur le GPS plutôt que sur le. Non, mais c'est parce que saviez-vous ça, vous autres? Ou? Non, pas en tout. Je suis comme bouche bée, je suis encore d'absorber sa réponse. Le sud géographique, Je savais qu'il y avait les deux, là, mais. Non, pas oui. Non, je suis comme. Ça, c'est une carte, là, c'est fourni par la SCHL, puis c'est un vieux livre des années 80. Donc, c'est de la vieille information, mais qui ne s'est pas répandue. Le nord magnétique, il se déplace aussi, là, il n'est pas pareil. Ah oui, il bouge un petit peu, oui. Je savais qu'il bougeait, là, un peu, là, mais là... Oui. Regardez, au Québec, où est-ce qu'on est, là, on est à peu près là, regardez l'angle qu'il y a. Il est à tout un angle, là. Fait que midi, c'est toujours... Ouais, midi, c'est toujours... Midi l'hiver, midi, c'est le soleil. Bien, midi, par rapport à l'heure qu'on a, c'est sûr qu'il y a une petite variation, parce qu'on vous voyez qu'on va changer d'heure, là, dans deux jours. Là. Notre midi ne sera plus à la même place, là. Mais il faut trouver, dans le fond, le midi solaire, c'est le point le plus haut du soleil. Fait qu'il faut trouver le point le plus haut du soleil. On plante un bâton, puis on trace à tous les heures le point du soleil. On va savoir c'est où qui est le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est notre orientation. Ça va être notre sud. Ou tu peux savoir à mi-chemin entre le lever et le coucher du soleil. C'est ça. Au moment où tu relèves. C'est ça, mais des fois, les buttes, les arbres, tu vois pas vraiment le vrai début du lever de soleil, puis le vrai coucher. Mettons, les sites ouais. météo. Fait que le zénith, c'est le mieux. C'est le point le plus haut du soleil. C'est la plus petite ombre sur le bâton l'été, là. Ou l'hiver, c'est... L'hiver, ça va être l'ombre le plus long. C'est plus c'était pas à la même place l'hiver. Bien, les deux côtés sont raccourcis. Ah, quand la journée est raccourcie, elle raccourcit du matin, la clarté raccourcit des deux. Fait que le midi solaire, le point le plus haut du soleil, c'est sûr que c'est lui qui est le vrai sud qu'on doit chercher avec notre façade. En tout cas, genre, je configure pas super bien ça dans ma tête, là, ça, ce que tu nommes là. Je suis confuse. Le soleil fait tout le parcours en montant puis en redescendant. Le midi, il est complètement en haut, fait que tu vois pas le sud, ni l'ouest, ni l'est, il est au milieu. Puis c'est lui que ça te prend. Oui, mais comme, je dis n'importe quoi, là, mais tu es à quelque part à midi sur la Terre, ouais. Le soleil est là. Oui, mais midi, c'est pas nécessairement l'heure à midi. C'est le midi solaire. Le midi de l'heure puis le midi du soleil, c'est pas le même. Nécessairement. Peu importe, il est en en fait, là, il y a le temps. C'est le temps le plus. C'est quand le soleil est au plus haut. Tu le sais pas? Oui. C'est quand le temps est au plus haut que notre soleil est au sud. En haut, non, il n'est jamais là. Il y a toujours un petit quelque chose, là, tu genre. C'est drôle de se repérer à midi. Oui, mais c'est pas le midi de l'heure. Oui, il est proche de l'heure. Mais dans la vraie vie, c'est plutôt le point le plus haut du soleil qu'il faut trouver. L'application sur l'iPhone. Bien, l'application sur l'iPhone, sur un site, va vous donner le parcours du soleil selon votre site. Puis vous allez le voir, il est où, votre sud.
Cette application-là, en théorie, est bonne. Parce qu'elle ne vous donne pas l'heure, puis elle ne vous donne pas le sud magnétique, elle vous donne le soleil le plus haut. Le sud magnétique, il est à combien de degrés du sud dans Ça dépend de chaque endroit. Je l'ai-tu donné, ça? On va voir quelque part que ça... Parce que vous voyez, les courbes ne sont pas égales. Là. Plus on est dans le bout là-bas, plus le sud bouge. C'est pas absolu. Non, c'est fait pour se retrouver dans le bois, mais c'est pas le sud. Les vieux, ils avaient l'affaire. Les autres, ils savaient ce que c'était le sud. Ils observaient la nature. Aujourd'hui, on n'observe plus ça. Ben, ils finissaient par savoir sur leur site, c'était quand que le soleil était le plus haut, il était où. Ben oui, c'est pour ça que genre, nos vieilles maisons, les façades sont au sud. Moi, chez nous, c'est une vieille maison, puis... Ah, ils ont dû penser à ça, certains. Pas tous. Donc, le principe de la corniche, vous le voyez ici. Donc, quand le soleil est au plus haut l'été, si la corniche est assez longue, il n'y a pas de soleil qui va entrer à l'intérieur. L'hiver, le soleil va rentrer, il va s'accumuler dans la dalle. Et le soir, les rayons infrarouges vont sortir du béton, du plancher, puis doivent se réfléchir sur un isolant de fenêtre pour empêcher l'énergie de ressortir. Tandis que l'été, là, il faut ventiler, faire entrer d'un côté, puis utiliser la dépression d'air pour faire sortir notre air chaud. Notre air trop chaud. Donc, vous voyez quand même le principe bioclimatique, là, résumé en 4 petits dessins, puis en même temps, éviter la surchauffe avec le calcul de la corniche. Puis ça se trouve, là, il y a vraiment une proportion mathématique. Il faut avoir... quelqu'un qui décide sur AutoCAD, là, c'est 59 degrés ou proche 60 degrés le soleil, au point le plus haut. Puis en dessinant du bas de la fenêtre, vous faites 60 degrés, ça vous donne votre longueur de corniche. Mais il y a une formule mathématique aussi, hauteur, largeur, mais on peut le faire géographiquement. Oui, il y avait quand même un site, là, j'aurais été voir à un moment donné dans un site, tu indiques toutes les dimensions des fenêtres, c'est très... Ah oui, il y en a qui... Oui, c'est ça, mais... De toute façon, le soleil, il bouge tout le temps. Fait qu'en fin de journée, là, ta corniche n'a plus le même effet que... Parce que là, c'est corniche ou brise-soleil. Oui, c'est ça. C'est l'idéal, la combinaison du brise-soleil puis une toile solaire à l'intérieur, je trouve que c'est une bonne combinaison, non? Bien, ce qui est bien, c'est que le pare-soleil est éternel. Il fait partie de l'architecture de la maison. Oui. Puis l'autre, il peut être ajouté là, en vivant dans la maison, si, bon, on a-tu vraiment besoin de la mettre, cette toile-là, le matin ou en fin de journée? Ça peut être à l'intérieur, c'est une toile. Oui. À l'intérieur. Oui, la toile solaire est toujours bonne, la toile opaque est toujours bonne. En fait, même des rideaux solaires. Il y a des rideaux qui sont isolants. Oui, la galerie, c'est la même chose, en fait. La galerie, c'est juste que le risque, c'est que votre corniche va être trop longue. Ouais. Donc, si la corniche est trop longue pour la galerie, vous allez avoir une bonne période à l'automne puis au printemps où vous n'aurez pas le gain solaire que vous pourriez avoir. Oui, sauf que je vais pouvoir alimenter dehors. Oui, mais vous allez perdre peut-être 3 ou 4 mois d'énergie solaire dans votre année. Pour chauffer. Comment? Tu vas perdre genre 3-4 mois d'énergie solaire à l'intérieur parce que tu vas aller dehors. Parce que tu vas aller dehors. Bon, ça, c'est un exemple de maison urbaine qui va chercher le soleil, peu importe la façade où la façade se trouve. Là. Donc, vous avez un exemple de maison qui va avoir le même nombre de pieds carrés, mais qui va être aménagé en fonction d'avoir tout le temps une façade sur la rue, mais aller chercher du soleil. Donc, choisir un verre triple. Donc, la bonne recette, simple, parce qu'il y en a des sortes de fenêtres, là, c'est de mettre du verre triple partout. Si vous investissez pas au sud sur des systèmes d'isolation de fenêtres. Donc, si la nuit, au sud, vous avez de quoi qui vient isoler votre fenêtre pour garder votre chaleur, là, vous pouvez mettre du verre double au sud, parce que vous gagnez plus de soleil en ayant seulement qu'un verre double, un verre thermos, mais vous ne le prenez même pas énergétique. Vous prenez juste un gaz argon dedans, parce que lui, il va empêcher la perte de chaleur la nuit, tandis que le verre énergétique, lui, va empêcher le soleil de rentrer. Donc, ça prend un verre double régulier avec argon au sud, si on met des toiles, des rideaux ou une chose enrouleur. Sinon, on ne se casse pas la tête, on met du verre triple partout. Puis sur les 3 côtés qui ne sont pas le sud, là, on va le mettre l'OI argon. Mais au sud, on va juste mettre un verre triple régulier. Déjà, on va avoir le côté thermique, puis le verre triple régulier va laisser rentrer plus de soleil. C'est ça, je pense que le l'OI, ça réduit aussi l'entrée de oui, chaleur. Hein? Ça réduit l'entrée de chaleur l'été. Quand le soleil est haut, plus l'angle est élevé, plus ça réfléchit sur la pellicule de la vitre. Donc le l'OI empêche le gain solaire. Si on ne peut pas mettre de corniche, ça va avoir un effet, mais ça a un effet aussi sur le gain quand on veut l'avoir. Quand le soleil est bas l'hiver, il va quand même en bloquer un 15-20 %. Même moins. Plus il est direct, plus le soleil est bas l'hiver, plus il va en rentrer. Mais la recette de base, c'est ça. La recette simple, parce qu'il existe aussi des types de verre, puis des types de l'OI, puis là, ça se développe, là, mais allez voir un vendeur de fenêtres, là, puis ça va être trop compliqué. Il va être capable de vous vendre un battant ou un auvent, là, puis encore, il aime bien ça, vendre des fenêtres à battant. Mais ça, je vais en venir aussi un petit peu tantôt. La forme du bâtiment. Ça fait partie aussi du côté
actif du solaire passif. Donc, plus le bâtiment va être simple, plus il va être bioclimatique, moins il va y avoir de retrait, d'avancée, de porte-à-faux, de coins, plus il va être éco-énergétique. Chaque coin fait perdre plus d'énergie, puis augmente d'à peu près 5 000 $ au moins le coût de construction d'une maison. Donc, si vous faites une maison à 6 coins, ben, elle va coûter, juste à cause des coins, au moins 10 000 $ de plus, parce qu'elle a des coins. Mais là, ça va amener une toiture de plus, avec un pignon dans l'autre sens. Donc, on n'est pas obligé de faire une maison plate, cubique, mais il faut quand même avoir à l'esprit que plus on met de coins, plus ça coûte cher à tous les niveaux. Chaque coin va coûter plus cher de fondation, de finition de mur, de finition intérieure, de corniche, de toiture, toutes les étapes sont affectées par les formes complexes. Donc, le cubique, c'est ce qui nous donne aussi le plus de pieds carrés pour le moins de murs, le moins de corridors aussi. Plus le bâtiment est carré, plus c'est facile de circuler en étage au centre, puis d'éliminer complètement les corridors. J'ai un exemple qui va venir tantôt. Moins de matériaux, plus écologique, moins dispendieux. Donc, moins de murs à bâtir, plus on est carré, plus on est écologique. Plus la forme va être aérodynamique. Donc, si on évite les corniches du côté où le vent vient, si on met les grandes corniches solaires, si on peut être, si on est chanceux et qu'on a le vent dans le dos, comme vous avez ici, vous avez davantage le vent de côté ou d'arrière. Puis le sud, vous pouvez mettre des corniches qui vont bloquer le soleil, mais ils ne pogneront pas dans le vent parce que le vent dominant arrive d'à côté. Donc, les formes simples aussi vont avoir moins prendre dans le vent, moins perdre d'énergie par la friction du vent. Plus le bâtiment va être haut, plus il va prendre aussi. Mais là, on va jouer avec l'aménagement paysager. On va prévoir des arbres qui vont faire dévier du vent dominant. On va faire dévier le vent par-dessus la maison en mettant des arbres assez grands, mais assez loin. Puis plus proche de la maison. On peut faire, dans le fond, ça aussi, c'est tout un domaine complet, juste l'aménagement écologique, là. Mais on peut facilement avoir un bâtiment qui va avoir une rangée de gros arbres, puis des arbres un petit peu plus petits, comme ça, un peu sur les côtés. C'est juste pour délimiter des zones, mais on n'est pas obligé d'être en rond comme ça, là. Mais les vents dominants s'en viennent comme ça. On prévoit que notre vent, il va passer par-dessus, puis il va quand même créer sa dépression sans frapper autant sur le bâtiment. Parce que le mouvement de la masse générale va quand même faire une succion, là, une dépression. Mais au moins, le vent ne viendra pas frapper sur le bâtiment. Comme là, mettons qu'on s'imagine des vent du nord-ouest qui est fort ici. Je mettrais des sapins, des conifères. C'est ça. C'est ça. Okay. Puis au sud, on peut mettre des... Au sud, on va mettre davantage de feuillus, puis ils peuvent être plus bas. Mais le soleil au sud, si on veut l'éviter, puis qu'on ne veut pas se cacher de vue, bien, on va travailler plus les corniches parce qu'on va se mettre des feuillus, mais on ne verra plus la mer, on ne verra plus la baie. Donc, vous avez appelé ça la mer ici aussi. Hein? Donc, forme aérodynamique. Tenir compte des vents dominants et des vues, donc on tient compte de tout ça. Et il n'y a pas de solaire passif sans une certaine masse thermique. C'est ce qu'on va voir dans le troisième point. Donc ça, je vous en ai glissé un petit mot tantôt. Vous l'avez graphiquement, vous pourrez vous y référer, mais je ne recommencerai pas là, le côté des vents, vu que j'y ai glissé davantage. Vous voyez les sortes de mouvements, comment la pression se fait, comment essayer d'orienter notre vent, notre ventilation. Dans l'aménagement paysager extérieur, là, ce que tu parles, là, ça, c'est le principe du feng shui, ça s'applique beaucoup là, à tout ça. OK, ça se ressemble probablement, là. Oui, ça se ressemble. Vraiment. Dans le fond, c'est comme la même logique, la même base. C'est vraiment les mêmes concepts. C'est juste que là, c'est comme deux noms... Deux termes différents. Ils se rejoignent certainement, effectivement, comme ça. C'est la logique de la vie, c'est la base. Fait que, c'est avec, parce que ce que je ne connais pas du feng shui, c'est la position par rapport au spirituel. C'est tout le côté spirituel des formes et des pointes d'énergie. C'est moins bio, là, mais... C'est vraiment plus comme astrologique, là, avec des signes chinois. Ouais, OK. C'est pas de la spiritualité, là, puis okay, c'est faire circuler le chi, l'énergie. Puis dans la cour, tu sais, l'extérieur, là, ben, c'est vraiment en lien avec la nature, puis comme qu'est-ce que tu viens de nommer là. Fait que ça, un n'empêche pas l'autre. C'est deux affaires. Vous dites la même affaire. Le feng shui. Tu me l'apprends. Bon, ensuite, planifier les mouvements d'air, c'était ça. Tenir compte de la végétation extérieure. Transversalement, donc ça c'est pour le mouvement d'air. Transversalement, bon ça je l'ai tout dit tantôt, l'ascension de l'air, l'effet de cheminée. OK. Isolation, étanchéité. C'est le nerf de la guerre, ça. C'est un gros élément très important dans l'éco-construction. C'est essentiel, c'est la base parce que une maison écologique qui a des gains solaires, c'est de la faible énergie. C'est de l'énergie gratuite, mais ce n'est pas des hautes concentrations d'énergie qu'on peut accumuler dans des batteries qui vont accumuler des tonnes de kilojoules qu'on va pouvoir transmettre puis redonner quand on veut.
C'est ça. C'est du passif qui doit s'accumuler simplement dans la matière qui nous entoure, puis se réémettre naturellement sans remettre le piton à on non plus. Il n'y a plus de soleil, ça se remet tout de suite à redégager. On va en parler dans la masse thermique. Mais c'est quand même l'isolation qui nous permet de la garder, cette énergie-là, qui n'est pas de l'énergie à haute température. Donc, en éco-construction, là, on double le code du bâtiment. Ça, c'est le départ maintenant. Parce que si vous faites une petite recherche sur la maison Kenogami, on est pas mal plus que ça. Sous la dalle, au lieu de mettre le 2 pouces du code maintenant, qui est R10, parce qu'avant, on ne mettait même pas d'isolation sous les dalles de béton. Là. Moi, je recommande déjà 4 depuis un bout de temps, là, mais on parle d'aller plutôt à 6, puis la maison Kenogami avait 8 pouces de styrofoam sous la dalle. On ne perd jamais trop d'investissement. On ne va jamais avoir trop d'investissement en isolation, presque jamais, disons. Il y a une limite, là, parce qu'à un moment donné, ça vient trop épaissir la structure. Sous la dalle là, de la fondation, tu parles, là? Oui, la dalle de fondation. Donc, si on a une maison pas de sous-sol, on a encore plus intérêt à isoler notre dalle, qui devient une dalle de rez-de-chaussée, puis qui devient un accumulateur de soleil. Mais si on a un sous-sol, notre dalle, on l'isole, mais juste pour pas qu'elle devienne trop froide. Elle n'accumulera pas grand-chose. Parce qu'elle n'aura jamais de gain énergétique autre que le vent, l'air ambiant qui va transférer un petit peu de chaleur à notre dalle. À moins de le mettre chauffant. Mais là, on ne parle pas de coûts puis d'investissement minimum ou de choses passives. On peut faire les deux? On peut faire les deux. On peut faire les deux, mais il faut le gérer intelligemment parce que si on investit plusieurs milliers de dollars dans une dalle chauffante, quand il y a du soleil, il ne faut pas la chauffer pour rien. C'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un senseur, il faut y penser comme il faut, sinon on va se mettre à chauffer pareil, puis on va couper notre soleil. Non, la maison est faite pour. On l'accumule, notre énergie. Donc, l'ajout d'isolant, même si ce n'est pas un produit écologique, il est quand même recommandable parce qu'il va durer toute la vie du bâtiment. Donc, même si on fait un isolant qui est un peu en styrofoam à certains endroits, qui est un dérivé du pétrole, bien, au moins, il va durer 100 ans, lui. Il n'aura pas été consommé en gaz pour se déplacer alors qu'on peut se déplacer sans carburant. Il va servir vraiment à économiser de l'énergie qui, lui, va probablement avoir été fait chez notre voisin avec du mazout ou du charbon, alors que nous, en théorie, on lui fournit notre électricité propre pour compenser le fait qu'il utilise moins de charbon. Donc, on a quand même un impact global lorsqu'on diminue notre demande d'énergie parce qu'on contribue avec les voisins. On peut choisir des matériaux plus québécois. Oui. L'isolation, il y a des matériaux, mais ce que je vous dis, c'est sous une dalle de béton, il n'y a pas encore autre chose que du styrofoam. Il y a des tests qui se font avec la laine de roche, mais c'est un matériau qui est un petit peu mou quand même. Fait que là, ça va-tu casser, ça va-tu pas casser? Ils font des tests, mais c'est pas encore éprouvé. Le styrofoam, il est éprouvé. On peut couler une dalle flottante sur un styrofoam à grandeur. Il y a même une compagnie maintenant qui fait des moules pour que ce soit simple, là, parce que couler une dalle flottante, c'est pas simple. Il faut que tu places ton styrofoam comme il faut, puis les gars de béton, ils n'aiment pas ça. On puis... va trouver une solution. Oui? Ben oui, ben, c'est technique, là, mais c'est comme... À un moment donné, là, on était assis, les pourtours. Oui, les pourtours sont plus... J'ai parlé avec un entrepreneur, puis on s'est venus toutes les deux, à moins que tu vas me dire le contraire, là, ça me surprendrait, là, mais il a vraiment fait son fond bien droit, il a mis son styrofoam à grandeur bien droit. Après ça, il a remblayé en dedans, puis mis son pain à vapeur tout bien scellé pour couler sa dalle. Au lieu de faire des styrofoam en pente, puis c'est compliqué, ça, des styrofoam en pente. Puis le résultat est le même. Bien, le principal objectif, c'est d'essayer de couler en une fois, pour ne pas faire venir la bétonnière deux fois. Ce que je te dis, c'est vraiment couler une fois. Là. Parce que la maison R132, par exemple, c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais il n'y a pas d'entrepreneur en fondation qui a voulu le faire. Puis ils ont dit c'est trop compliqué, puis il y a un risque avec le gel quand même, puis qu'ils ont coulé finalement une semelle, mais à 4 pieds, pour aller chercher le gel, puis ils ont coulé un mur, puis ensuite ils ont coulé une dalle. Fait que là, la bétonnière est venue 3 fois. Je vais te montrer, moi, ce que j'ai convenu pendant... Bon, OK, ça, c'est le concept de la fondation... Le détail sur ça, là. Je suis sûr que ça avait de l'allure. Là, je fais vraiment rough, là, mon affaire, là. Fait que là, ici, là, on a mis une pare à vapeur, là, mettons le pare à vapeur. Ah oui, OK, il a fait un fond. Oui. Puis le gravier, là... Il a été mis par-dessus le styrofoam. Oui. Ton styrofoam est droit au lieu d'aller faire une forme. Moi, je crois qu'il n'y a aucune contradiction à faire ça. C'était très simple. La seule chose, c'est la compaction de ton gravier. Il faut que tu sois quand même capable de compacter ton gravier, même si ton styrofoam est en dessous. Oui, mais ça, là, c'est... Le temps que le fond est très, très compacté, puis ça, c'est compacté. Oui. Ça, tu peux prendre au pire, tu prends un isolant avec un HD, un HD, oui, on peut faire des routes avec du styrofoam. Fait je dis, il n'y a pas de problème pour compacter ça.
C'est ça qu'il a fait, le monsieur. OK. Puis même, ben, en tout cas, je n'ai pas parlé après. J'aimerais ça y parler pour voir. Oui, qu'est-ce que ça a donné, puis ouais. Si ça a fissuré ou... Parce que là, normalement, on peut faire une peine de même, là, puis ça, c'est ça qui est compliqué. Là. Ben oui. Moi, je me disais, oui. des fois, on s'accorde à quelque chose, puis finalement, on simplifie, puis ça fait comme aucune raison de... Je sais pas, hein. Fait que ça, faut... Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Ça, c'est un plan de côté, quoi? Oui, c'est une coupe. C'est comme si je me dalle de béton, puis je coupe dedans, là. Ouais. C'est ça, fait qu'ici, il y a un vide, là. Ouais, mais ça, il y a un vide, mais tu Il a été rempli en gravier au lieu que ce soit en dessous. L'isolant, il est mis par-dessus. Ils font des routes, puis ils mettent de l'isolant rigide, puis après ça, ils compactent avec des grosses machines. Après, alors, ça se fait pas dans les résidentiels. À la limite, ça aurait pu tout être du styrofoam, ça aurait pas été très écologique. Tu le mets à droite, puis tu fais ta bosse remplie d'épaisseur de styrofoam. Sinon, c'est comment faire? Sinon, c'est fait, je pourrais le dessiner ici, là, au bénéfice de tous. Normalement, le sol est comme ça, puis il faut mettre une semelle qu'on appelle, une footing, là, qui s'en va comme ça. Là. Puis on vient couler un mur de fondation, mais il faut que le sol ici soit au moins 4 pieds sous le gel, là, sous la surface du sol. Mais la question, ce que tu dis, là, c'est que sinon, là, ils viennent mettre un... Ah oui, OK, je comprends. Ils remblaient comme ça, là, ils font leur terre, oui. tout ça. Après ça, ils viennent mettre... Sinon, ils vont faire un styrofoam qui va être fait comme une piscine de même. C'est pas facile à faire. Là, ton styrofoam fait toute cette forme-là. Là. C'est ça qui est compliqué. Il met son styrofoam droit, puis il fait... C'est ça. Comme ressource, vous pouvez, si vous voulez en lire sur les fondations comme ça, ça s'appelle La Ruche. Si vous écrivez La Ruche, là, puis vous allez avoir un site qui est lié un petit peu avec Écohabitation. Trouves-tu que le détail est bon, genre? Ben, c'est plus pour vulgariser puis voir une première chose, ils ne donnent pas de mesure. On ne peut pas prendre leur information pour se dire, je fais ma fondation à partir de ce qu'ils disent, mais au moins, on peut comprendre le principe. Là, puis il y a toute l'argumentation sur le principe de ça. Ben, c'est pas toi qui as dessiné ça? Ou? Non. Donc, on double au moins la norme pour l'énergie. À court terme, pour une petite, une moyenne maison. Bon, OK, ça, c'est pas grave. Vous voyez que j'ai du texte, là. Pour être simple, ça, c'est les deux meilleurs isolants, les plus accessibles. Il y a un côté écologique, puis il y a un côté simplicité. La laine de roche, c'est l'équivalent, ça existe à haute densité, mais ça existe en vrac, qu'on peut mettre dans les greniers, puis ça existe en natte ordinaire qu'on peut mettre entre les colombages, tu sais, qu'on pose nous-mêmes. C'est plus cher que de la laine ordinaire, mais il y a 2 avantages, même 3 de plus. C'est plus insonorisant, ça ne brûle pas et ça absorbe pas l'eau. C'est hygrométrique, donc ça empêche l'eau de rentrer dans le mur, même s'il en rentrerait un peu. Contrairement à la laine minérale ordinaire, qui peut monter à, si je ne me trompe pas, là, je vais vous le dire à peu près par cœur, un 20-30 d'humidité sur la fin de l'hiver. Il y a quand même l'humidité qui va traverser dans notre mur, même s'il y a un pare-vapeur, parce que par l'extérieur, il va quand même se développer une certaine humidité. Bien, avec ça, il s'en développe moins. Mais ça, c'est la solution écologique à peu près la plus répandue. Très bon rendement énergétique, R3.6 au pouce. On peut le souffler dans l'entretoit, puis on fait des murs avec ça, puis ça absorbe beaucoup moins l'humidité qu'une laine ordinaire aussi. Et ça ne brûle pas. Puis c'est pas parce que c'est pas du papier, c'est parce qu'ils mettent un sel de bord, puis c'est écologique du sel de bord. Ça n'a aucun effet négatif sur la santé. Non, là, je suis rendu dans le vrac. OK, c'est bon. Parce la cellulose. La cellulose en vrac, là. Le Roxul, c'est ça que j'ai pris pour isoler, pour autour de mon... C'est du papier journal, mais en plus, ça ne brûle pas parce qu'ils mettent un sel écologique dedans. OK. Moi, ça a été ma grande interrogation, mais c'est quoi qui fait que ça ne brûle pas? Ils nous empoisonnent dessus avec un autre produit. Non, c'est du sel. Fait qu'il n'y a pas d'effet négatif à ça. Ça ne brûle pas? Non, ça ne brûle pas. Ça peut peut-être brûler, mais c'est pas ça qui va s'enflammer. De toute façon, oui, c'est ça. Puis de toute façon, moi j'ai des clients qui vont me dire ça va absorber l'eau, puis ça, mais l'eau n'a pas d'affaire à rentrer dans le mur. Non, c'est pas pire que dans un grenier. S'il rentre de l'eau, ta laine, il faut que tu l'enlèves pareil. Je veux dire, on s'est entendu qu'on n'est pas supposé. Là. Non. Si ça rentre, là, non. Non, Oui. On peut faire des murs à double colombage, puis souffler ça dans le mur, puis se faire des murs de 16 pouces. Mais dans les greniers, là, ça, c'est facile à monter en épaisseur. Là. Aller chercher un 16, 18, 20, 24 pouces. Là. Ma maison est toute isolante. Ma vieille maison. Mais ils l'ont chauffée, là. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est parfait. Je vous donne, disons, les 2 recettes, mais ça, c'est plus au budget un petit peu. La laine Roxul. C'est comme moi, il faut que je dise mes murs là, intérieurs. Là. Mes murs intérieurs. Oui, mais du côté intérieur? Oui, de l'intérieur, oui. Si tu veux pas te refaire un colombage devant puis te faire un super mur épais. Là, c'est du
Tu peux pas shooter ça dans les murs nécessairement trop facilement, là. Mais oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Ben, ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu aies accès, il faut que tu vois ce que tu fais. Sinon, tu vas l'injecter. Faut que tu enlèves ta finition pareil, là. Non, c'est il il fait par le plafond en dessous du rez-de-chaussée. Il faut avoir accès, il faut que quelqu'un ait vérifié là, si c'est à moitié plein de... Moi, j'ai déjà vu des maisons à moitié pleines de mélange de chaux, puis de graines d'épinettes, puis tu sais, ton bas est compacté, ça, là, puis le reste est vide. Oui, tu chaudes, ça va marcher, mais... Chez nous, le mur était... On a une maison à barre d'eau de sel, on ne voulait pas défaire, ni là-dedans, ni dehors, puis on a coupé des barres d'eau de sel à toutes les 24 pouces, puis le monsieur, il a rentré de la laine en vrac jusqu'à temps que ça rentre plus. Ça se peut qu'il y ait un coin qui en manque, mais avant, il n'avait pas peur doute. Oui, c'est ça. Oui, en réno, oui. Aux gens, si dans le bas, il y a de la rip, ou... parce que ça se peut qu'il y ait de la rip, c'est de la rip dans le bas, mais au moins, le reste, tu mets du bon stuff. Je veux dire, t'es mieux capable. Oui. Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment vide, là. Puis j'ai une bête qui est entrée dans un mur, là. Tu entends, tac, puis ça a grossi. La bête a grossi dans le mur? Ah mon Dieu, oui. Puis c'est ça. Oh, ça fait plusieurs années déjà. Cellulose, ça fait... Ah oui, ça fait un bon bout. Ça fait un bon bout. Je ne suis pas capable de donner d'années, ça fait longtemps. Peut-être tu es isolé avec la cellulose en vrac. La fibre cellulose, oui. Ouais. Ça existe en panneau aussi, la fibre cellulose. Mais là, on ne peut pas le mettre dans le mur, on ne peut pas le souffler, mais on peut rajouter une épaisseur. Ça peut se faire. Mais je ne le conseille pas pareil, coller sur une fondation, là. Si on rajoute sur une fondation de sous-sol, non, c'est vraiment pour mes murs. on peut mettre du Roxul, mais on peut gicler aussi du polyuréthane, mais c'est la dernière solution qu'il faut envisager. Ouais. Parce que, vous connaissez l'hermétique soya? Non, mais ça, je t'en parle. Avez-vous entendu la publicité là-dessus? C'est une uréthane giclée à l'hermétique soya. Et c'est écologique? Non, il y a à peu près 10 de soya. Le reste, c'est quand même un gaz qui détruit la couche d'ozone, qui va faire gonfler. Donc, c'est écologique, mais pour 10 de soya, là, le poids, il y a un petit peu de soya, mais c'est pas un matériel écologique quand même. Le désavantage, le seul usage qu'il faut absolument faire avec ça, c'est les solives de rive. Quand on est dans le sous-sol, c'est la seule affaire qu'on va être capable d'étancher puis de rendre éco-énergétique notre plancher. S'il y a une place où il faut en mettre du giclé, c'est là. Ah là, ça vaut à peine, c'est sûr. Tu parles le polyuréthane qui gonfle, là, que tu gicles, ils mettent un masque là-dessus, eux autres, là, puis ils disent « approche-toi pas parce que tu vas mourir ». À la couronne de la maison. Oui, la couronne, on appelle ça la solive de rive, là, c'est ça. dans l'épaisseur du plancher. Je vais faire la fondation l'année prochaine, ils vont lever à la maison, puis après ça, ils vont... Là, tu shootes ça, à ce place-là, ça vaut à peine. C'est correct, ok, c'est bon. Fait que là, je ne pourrais pas mettre ça en haut, là, puis tout ça, non. Tu peux le faire directement sur une fondation qui aurait un peu de sointement, mais pas une fondation qui coule déjà un peu, parce que sinon, il va finir par se développer quelque chose dans ta fondation. Non, mais ça va être neuve, là. Ma fondation va être neuve. Oui. On va juste venir gicler, là, pour venir vraiment... Mais juste à la solive de rive. Si ta fondation est neuve, tu es mieux de l'isoler comme il faut. Les murs de maison, là, que c'est... Ta fondation, tu es mieux de l'isoler au styrofoam expansé et non pas extrudé. Savez-vous la différence entre les deux? Ça, je ne l'ai pas plus loin, je vais vous le dire. Si vous choisissez un styrofoam en panneau, choisissez de l'expansé. L'expansé, c'est des petites bulles collées, là. Bien, ça, c'est plus écologique. Parce que les petites bulles ont été gonflées avec un produit qui est meilleur. C'est expansé. Tandis que le extrudé, c'est le styrofoam bleu. Lui, il passe dans un moule, là, puis il est comme mou, là. Mais il est formé par extrusion parce qu'il passe au travers d'une forme plate, puis ça lui donne sa forme. Donc, il est extrudé. C'est comme si on faisait des saucisses. Si tu fais passer ta viande, puis ça sort en saucisse, là, bien, le styrofoam, il est fait comme ça. C'est un procédé d'extrusion sur les saucisses. La prochaine fois, je vais demander des hot dogs. On va passer à l'isolation. Vous voyez que, point de vue énergie grise, ça, c'est l'énergie que va nécessiter un matériau de sa création à son élimination en fin de vie. Donc, le cellulose en vrac, que 50, alors que le verre cellulaire 1600, ou tous les styrofoams ici, là. Vous voyez, le panneau de uréthane en panneau, c'est 1200, c'est un des plus élevés. Le panneau en fibre de bois va consommer quand même beaucoup d'énergie à sa fabrication. Puis on commence à en avoir au Québec, c'est écologique, c'est simple, mais ça dépense beaucoup d'énergie à sa création. Donc la chance, c'est le meilleur. Puis le verre cellulaire, c'est une espèce de styrofoam. En fait, c'est du verre, c'est du vrai verre, mais qui est comme gonflé. C'est comme des micro-bulles de verre. Fait que ça fait des styrofoams extrêmement isolants, performants, ça absorbe pas l'eau, mais c'est cassant. Fait que c'est utilisé dans certains usages, là, mais oubliez-le celui-là. Parce qu'il nécessite énormément d'énergie à sa fabrication, puis il va coûter plus cher aussi à l'achat. Le chanvre, il commence à en avoir. Là, il y a une usine au Québec. Il est très, très bas, mais il est aussi plus cher par rapport à la cellulose en vrac.
Donc, point de vue écologique pris, là, on est encore mieux avec le cellulose. Ballot de paille. Ballot de paille, c'est la complexité de la construction qui est le problème. Sur mon site, j'ai une vidéo de Kate Alvaux qui nous raconte sa maison de paille. Puis, c'est de l'huile de bras. Tu ne trouveras pas un entrepreneur qui va te faire ça. Puis ça va te prendre des semaines et des semaines. Puis ça te prend une équipe là, pour mettre le béton. Là. Mais c'est hyper isolant, ça ne brûle pas. La maison va respirer un petit peu, qu'on dit. Là. Donc l'humidité va être capable de transiter sans faire de moisissure. C'est très épais. Ça a plein d'avantages écologiques, là, mais c'est la faisabilité du projet là, qui est extrêmement compliquée. Moi, j'en ai dessiné une maison en ballot de paille, c'est en autoconstruction. Il y avait une structure de bois en dedans, en dehors, OK. ballot de paille dans le milieu. Je me disais, c'est tellement compliqué. Et puis si la paille, mais peut-être qu'il a construit 2 murs, il a mis sa paille, puis il n'a pas mis de ciment, là. Non, c'est ça. OK, là, ça a simplifié. Parce que quand tu fais un mur de paille puis que tu es obligé de tendre ton ciment à la main, là, c'est ça qui est pas. Tant qu'à faire ça, là, il y avait un mur, je sais pas quoi. Il aurait été mieux que la cellulose. Oui, à mon avis, mais c'était ça. Lui, il avait le goût de faire ça, je comprends, mais dans le fond, là, le ballot de paille, là, la vraie technique, c'est vraiment. Mais là, la structure, c'est prendre des poteaux pareils. Oui. La maison de Kate, vous allez voir sur mon site, elle a mis une structure indépendante intérieure, qui est juste quelques poteaux. Ouais. Puis après 8 pieds, elle s'est dit, moi, je ne mets pas de la paille sur 16 pieds en façade. Fait que là, elle s'est construit un mur en colombage par-dessus son ballot de paille pour finir sa maison. Mais elle, ça a coûté la vie à son couple. Et puis, elle vit encore dans sa maison, là, mais ça a détruit son couple. Elle vit la note seule. Fait que vous voyez que la quantité d'énergie est un élément qui nous sert à évaluer le matériau. Donc, c'est pour ça qu'à l'autre page, c'est ces deux-là qui sont les meilleurs, parce que l'énergie grise du vrac est très bas, puis la laine de roche est quand même assez bas pour une laine en natte qui a toutes les fonctions. On peut en avoir de la dense, on peut en avoir en natte, on peut en avoir en vrac. Roxul, puis l'autre cellulose. Donc, sur l'isolation, évidemment, vous avez peut-être déjà vu ça, le terme ne me vient pas, là. Je l'ai-tu marqué? Moi, c'est l'infrarouge, ils appellent ça quelque chose de grammétrie, là, je ne sais plus trop. Là. Thermogrammétrie. Oui, quelque chose de même. En tout cas, ça nous permet de voir les points faibles où l'énergie va sortir sur la maison. Puis, quand on veut vraiment isoler, étancher, bien, les ponts thermiques, c'est ce qu'il faut isoler mieux. Donc, le pont thermique, c'est comme le colombage dans ton mur. C'est un point faible parce que le bois est beaucoup moins isolant que la laine. Donc, maintenant, dans le code, on est obligé de mettre R4 à l'extérieur de notre colombage pour bloquer, mais c'est juste R4. C'est pas énormément. Tandis que si vous faites un mur à double colombage, ce qui est encore un élément très dur à faire passer à des entrepreneurs en construction, c'est souvent les autoconstructeurs qui vont le faire, on va avoir, vu en plan, là, on va avoir un mur en 2x4, puis on va avoir un deuxième mur en 2x4, mais ils ne se touchent pas l'un l'autre. Fait que quand on remplit ça de cellulose, c'est juste la cellulose, il n'y a aucun pont thermique. Donc, il n'y a pas d'énergie qui peut transférer. Elle va passer un peu dans le 2x4, mais après ça, elle va être isolée par 8 pouces d'isolant. Fait qu'il y a très peu de passage de l'énergie. Moi, j'ai simplifié sur le double ossature. Ça passe bien avec tous les entrepreneurs, ça se fait même usine. Tu sais, quand on construit un mur, on met une lisse normalement, une lisse en 2x6 en haut, une sablière 2. Oui, ok, je te vois venir. Mettons, si la personne veut 9 pouces et demi, je mets 2 par 10. 2 par 10 en haut puis en bas, puis ils tiennent tes deux murs. Après ça, je m'en viens à quinconce avec mes. Oui, quinconce, ça veut dire qu'on n'a pas les choses vis-à-vis, là. Ça fait juste une étape. Un mur à monter. Puis il est double. Mais il est double. C'est sûr que quand tu as un pont thermique plus grand dans le bas puis dans le haut, c'est sûr que je recommande pareil un styrofoam à l'extérieur. Ouais. Ça pourrait être fait aussi avec du contreplaqué. Tu pourrais avoir un contreplaqué 5-8 qui ferait ton fond en haut puis en bas plutôt que de prendre du bois massif. Ce serait peut-être un peu. Mais ça, je suis pas sûr que l'entrepreneur va bien. Il faut que ça passe, là. Oui. Je suis pas sûr que ça va se tenir, cette histoire-là. Oui, là, tu as trouvé une solution gagnante qui persuade, dans sa façon de faire, qui ne trouve pas ça trop loin de ce qu'il fait. Moi, je m'interrogeais beaucoup quand je dessinais ça. Je veux dire, c'est compliqué, c'est 2 murs. Ouais. 2 murs ça existe dans. C'est pas tout à fait ça, mais il y en a un qui fait des murs préfabriqués écologiques comme ça, en 2 par 8, 2 par 10, 2 par 12. C'est juste la lisse en haut. Ça s'appelle ADCO, A-D-C-O. Puis lui, il peut livrer partout au Québec. C'est fait dans la région de Montréal. La technique, mais toi, c'est fait sur le chantier, là. Moi, le temps que j'ai fait, ils peuvent le faire sur le chantier. Puis il y a des compagnies comme Léon Chouinard et Fils qui font les fermes notoires qui ont accepté des. Ils ont accepté de le faire comme ça? Bon, c'est bien. Fait que c'est juste, il s'agit juste de trouver une façon que c'est faisable. De lui vendre l'idée.
Mais pas juste ça. Pour moi, c'est important que ça soit facile. Parce que sinon, les gens, ils accepteront pas de le faire. Non, c'est excellent. Puis la façon de contrevanter ça aussi, quand on a une belle espace dans le milieu pour contrevanter, tout ça, j'ai appelé l'entrepreneur pour savoir ça. Oui, bien c'est ça. Quand on a cette chance-là, des fois, on explique au client, il est vendu, il part avec ça. Puis il nous revient 2 mois après, il a fait son projet. Là. Si on ne suit pas le projet, l'entrepreneur m'a expliqué qu'il ne pouvait pas le faire de même. Je me suis retrouvé avec un beau concept de maison écologique, mais la maison a tout été faite en uréthane projetée dans un mur préfabriqué. Fait que le mur est tout en uréthane. Fait que l'uréthane a le désavantage aussi avec les années, il va se sécher. Avez-vous déjà vu ça, un vieil isolant styrofoam là, qui a 30 ans, là, les petites graines toutes, là? Mais ça va faire ça, puis ça va finir par fissurer. Puis on ne le verra pas dans les murs. Je suis contact. Parce que les gens c'est vraiment à mode l'uréthane. Ah oui, ils veulent monter des fondations en styrofoam aussi. Ça, c'est toute une autre histoire, là. C'est que tu as énormément de pétrole pour faire ta mousse isolante. Puis ensuite, tu remplis ça de béton. Oui, tu ne fais pas d'autres coffrages, c'est hyper isolant, c'est hyper insonorisant, mais c'est énormément de gaz à effet de serre, puis c'est dur à transformer. Un des principes des maisons écologiques, c'est aussi la transformabilité dans le temps. Donc, mettre des structures de plancher plus longues qui vont aller chercher des portées sans poteaux, mais ça te permet de réaménager ton intérieur sans avoir à penser à ta structure. Donc, juste de mettre des structures ajourées en bois qui vont aller chercher des portées de 26 pieds. Bien, la dernière maison, c'est une maison à ça, 26 pieds. Fait que aucune structure nulle part. Ses planchers sont portants, ses chevrons sont autoportants, fait qu'il peut mettre ses divisions partout où il veut. Le plancher est peint. Oui, le plancher va avoir 14 pouces. Il n'y a pas besoin d'être plus que 14 pouces pour aller chercher 26 pieds. 14 pouces, il est en structure en 2x4, là, puis il est en triangulation de bois. Ah non, c'est sûr que ça soit calculé, mais c'est intéressant. Bon, toutes les petites zones où il passe de l'air est une zone à risque en étanchéité. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour aller à la pause. On doit avoir dépassé notre ennemi pas mal, hein? On radote. 8h40. OK. Vous pourrez lire un peu sur la masse thermique, là. J'ai mis de la matière un petit peu. Le fait de ne pas avoir... là, je suis rendu dans la masse thermique. Autrement dit, le point important dans la masse thermique, c'est qu'il faut profiter de ce qu'on a besoin qui est essentiel dans notre structure pour faire une masse thermique. Le principe maintenant, c'est plus d'en rajouter à tout prix. Parce que le béton a une très grosse empreinte écologique et a une difficulté à remanier dans le temps. Puis si on veut utiliser de l'eau, qui est le meilleur élément pour accumuler l'énergie par rapport au poids, si vous ne saviez pas, c'est le meilleur accumulateur d'énergie, c'est l'eau, au poids. Donc, pour 1 litre, on accumule 1000 kJ. En tout cas, c'est un chiffron, là. Ça arrive de même avec l'eau. Probablement qu'ils ont fait l'étalonnage d'énergie avec ça, là. Mais l'eau accumule beaucoup plus d'énergie que n'importe quoi d'autre que le béton. Sauf que c'est dur à gérer de l'eau. On est obligé d'avoir des réservoirs extrêmement étanches. Puis, il faut que ce soit un réservoir qui a un certain volume. Ou sinon, il faut gérer une multitude de petites bouteilles. Puis là, on n'en finit plus. Fait que le mieux, c'est d'utiliser la masse thermique là où on l'a déjà, d'où la grande importance de ne pas faire de sous-sol, pour utiliser notre dalle de plancher, notre dalle en béton. Donc là, on peut vraiment l'utiliser comme masse thermique. Et là, on peut rajouter d'autres éléments. Il y en a des éléments plus technologiques, mais juste le gyps au mur a un effet. On peut mettre des gyps doubles, on peut mettre des gyps plus épais. On peut utiliser des comptoirs en granit ou en quartz recyclé. Quartz recyclé? Oui, il y a du quartz recyclé. C'est sûr qu'écologiquement, c'est pas parfait. C'est encore un peu de greenwashing parce que ce qui est recyclé, c'est le quartz, ouais. Mais la résine qui est dedans, c'est du pétrole. La résine. Puis c'est pas résistant à la chaleur comme du granit. Tandis que le granit, il y a une grosse... Tu veux passer dans une cuisine, ouais. Non, c'est ça. Il y a une grosse énergie à faire livrer du granit, mais il y a quand même plusieurs sites au Canada, là, il y a plusieurs granites canadiens. Mais le granit est éternel. Il va pouvoir être revendu à quelqu'un d'autre qui se refait une cuisine, qui va vouloir ce comptoir-là. Ouais. C'est facile à recycler, on recoupe, puis on polie un peu. C'est hyper facile à faire vivre très longtemps du granit. Puis s'il ne fait plus un comptoir, il va faire une vanité de salle de bain, il va faire une tablette de foyer ou des tablettes de fenêtre. On peut tout faire les tablettes de fenêtre en granit pour accumuler l'énergie du soleil du côté sud. Ça peut être des choses comme ça. D'ailleurs, mon chum qui a fait la maison à Saint-Adèle, là, il a tout fait ses tablettes de fenêtre en béton, 2 pouces, mais avec les restes de la bétonnière. Quand la bétonnière est arrivée, il arrive tout le temps avec des surplus. Fait qu'au lieu de le mettre en surplus quelque part ou de commencer une galerie puis de ne pas finir parce que c'est un reste, il avait tout préparé des petits moules puis il s'est tout fait des tablettes de fenêtre en béton. Fait que ça lui a coûté rien, il a passé ces restes-là.
Oui, puis il a mis de la poudre noire là, pour que le béton soit noir, puis ces tablettes accumulent l'énergie. Ah, la poudre de pigment. Oui. Ah, oui. Donc, la masse thermique, on essaie d'utiliser. Il y a des moyens technologiques. Est-ce que j'en parle ici? Je voudrais... Oui. Pour la même main-d'œuvre, c'est un peu le principe de l'isolant que je n'ai pas dit tantôt, là, mais mettre plus d'isolant, c'est ce qui coûte le moins cher dans une maison pour la rendre plus performante, parce que c'est à peu près la même main-d'œuvre. Vous allez avoir un mur plus épais ou un styrofoam plus épais, mais vous allez avoir la même main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est 2 fois le prix du matériel d'habitude d'une construction. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est rentable parce que c'est pour la durée de vie puis c'est la même main-d'œuvre. Donc, de l'isolant, c'est pas gênant, on en met le double. Mais les panneaux de gyps, ça pourrait peut-être être la même chose. Là, j'ai une petite réserve parce que c'est quand même un gyps technologique, puis je me demande à quel point il est écologique dans sa fabrication. Mais quand on lit, c'est de la cire. C'est un gyps avec des petites bulles de cire. C'est ce qu'on appelle un matériel à changement de phase. C'est-à-dire quand il y a une certaine quantité d'énergie, le matériel, la matière qui est à l'intérieur change de forme, devient plus gélatineuse, puis est capable d'absorber plus d'énergie. Donc un mur de gyps comme ça, qui a 5,8 ou 1,5, va accumuler autant d'énergie qu'un mur de briques. Ah. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une charge de béton pour supporter un mur de briques intérieur. Vous mettez un gyps comme ça, puis vous allez accumuler autant d'énergie qu'un mur de briques. Ça s'appelle quoi, ce gyps? Ça, il y a 2 marques. Il y a Thermal Core, puis il y en a un deuxième, mais il y en a un des deux qui n'était pas encore disponible en Amérique, qui était vendu seulement là-bas. Il faut juste faire une petite recherche, mais c'est un matériel à changement de phase. Le prix n'est pas si pire. Au lieu d'une feuille de gyps à 8, on parle d'une feuille de gyps à 20, 22, 25 $. Mais si on compare ce que ça prendrait en béton, puis en briques, puis faire monter par un maçon à 20 $ du pied carré, là, on finit plus là. Donc ça, c'est très gagnant. Puis ce qui serait bien, c'est même pas de le mettre au mur, c'est de l'investir seulement dans les plafonds, parce que la chaleur monte naturellement dans les plafonds, puis votre gyps au plafond va accumuler plus d'énergie là, puis il va vous l'irradier en descendant le soir. Mais la cire, c'est quand même du pétrole? Ça dépend de la sorte de cire. Là, c'est supposé être du... c'est pas nécessairement une cire d'abeille. En tout cas, vous pouvez faire une petite recherche, là, mais ils appellent ça, de la paraffine. C'est une sorte de paraffine, là, mais... Cire de carnauba. Ouais. Mais à comparer faire un mur de briques de béton, parce que chaque mètre cube de béton, c'est 1 tonne de gaz à effet de serre, bien là, on utilise du pétrole qui va durer la durée de vie du bâtiment, 100 ans, à accumuler de l'énergie sans avoir une structure lourde, c'est gagnant. Donc, dans le choix des matériaux écologiques, qui est le 4e pilier, c'est sûr qu'il y a les certifications qui peuvent vous aider à faire les sélections. Mais il faut s'assurer que ce n'est pas une certification qui vient du manufacturier. Parce qu'il y a beaucoup d'éco-blanchiment, la compagnie va se faire un éco-logo, puis c'est éco-friendly, mais ça ne veut rien dire, là. Donc, il faut aller voir en arrière. Je pense que je vous donne une liste de fiches de certification. Donc, il faut faire attention aux éco-logos. L'énergie grise que je vous ai expliqué tantôt est vraiment un élément essentiel là, de notre choix de matériaux. L'énergie grise, il ne faut pas oublier, c'est vraiment l'énergie nécessaire à toute la durée de vie de notre matériau. De l'extraction de la ressource jusqu'à l'élimination sur le site, puis pour son recyclage. Il existe des sites là, qui peuvent nous aider à faire cette évaluation-là, là, mais bon. Les COV, c'est un élément aussi qui fait partie de du choix de matériaux. Savez-vous ce que c'est? C'est ça, les composés organiques volatiles, mais il faut faire attention, c'est pas tout ce qui... précisément, un COV, c'est un produit chimique isolé. Donc, quand il y a un matériau qui émet plusieurs produits chimiques, il va y avoir des COV, puis chacun de ces COV-là va avoir un effet sur la santé différent. Fait que ça aussi, il existe des sites qui nous indiquent tel matériau qui est volatile dans telle chose va avoir tel effet sur la santé. Je ne vous donne pas le lien là-dedans, mais vous pourriez le prendre en note. La SCHL a produit dans les années 90 un document qui s'appelait Guide des matériaux pour personnes hypersensibles. Et ils le reproduisent plus. Ils se sont fait taper ses doigts par les compagnies parce que dans le guide, il disait tous les effets négatifs de tous les matériaux de l'industrie, ou presque, mais sans donner des marques. Ils décrivent, là, matériaux de cellulose, de fibre, là, ils décrivent les affaires. Fait que là, ils ont arrêté de le produire, mais c'était une excellente argumentation. Tu sais, mettre ça sur le dos des hypersensibles, alors que c'est vraiment des caractéristiques de ces matériaux-là. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles, mais ça a un effet sur l'environnement, ça peut avoir un effet à long terme.
Bien, vous allez être capable de le trouver si vous écrivez exactement le titre sur Google, puis vous rajoutez les petites lettres PDF. Mais il y a quelqu'un qui l'a mis sur le net quelque part, vous allez être capable de le réobtenir. Moi, je l'ai, ce guide-là. Moi, je l'ai. Au pire, si vous le voulez aussi, là, je l'ai en PDF. Mais je l'ai en imprimé, puis je l'ai trouvé en PDF. Au pire, vous m'écrivez, vous me dites vous le voulez, je vous l'enverrai. Mais c'est un document de 272 pages. Puis chaque page, c'est un matériau qui décrit qu'est-ce qui serait la source d'une sensibilité pour quelqu'un, qu'est-ce qui ferait qu'une personne ne pourrait pas l'absorber, vivre avec. Puis il y a de plus en plus de personnes hypersensibles sur le marché. Ça risque de vous arriver un jour d'avoir un client qui vous dit « Moi, je ne suis pas capable de Wi-Fi, je vire malade, je fais de la fièvre, je dors plus. » Bien, il y a toutes sortes de façons d'améliorer le bâtiment. Là, moi, aujourd'hui, je ne vous parle pas des ondes électro, là, mais... Quand tu parles de ça à quelqu'un qui est malade, tu dis c'est peut-être ton environnement, ils sont comme toi. C'est la dernière chose qu'ils pensent. Ben oui, puis c'est comme, pourquoi que le gouvernement nous laisse s'empoisonner de même, puis tu sais, ça se peut pas. C'est parce qu'on est en surpopulation. Il y a un petit peu de ça, là, mais... Une maison pour une personne hypersensible, puis la première année, il était super malade, ce monsieur-là. Il était vraiment plus malade à sa maison. Ben là, s'il n'y avait pas eu tous les éléments éliminés... Non, c'est ça, mais on avait fait attention à tous les choix de matériaux, mais c'est quand même pas lui, une maison. Ça peut pas être parfait, là. Je suis dans la santé, on pense aux trucs... aux aliments. Dans la maison, qui peuvent prendre mal, mais c'est comme de la moisissure, des animaux... On pense pas que le divan... La SCHL a aussi des guides assez intéressants. Aux matériaux neufs. Non, mais le plancher flottant... Oui. Moi, Les planchers flottants qui ont une couche de MDF en dessous, ben, ça dégage l'uréformaldéhyde. Toutes les mélamines des meubles, ça, je vous donne les 2 recettes, là, si vous ne les avez pas déjà. Il y a 2 matériaux qui sont de la mélamine, mais qui ne dégagent pas d'uréformaldéhyde plus que le bois naturel. Parce que dans le bois naturel, il y en a. Donc, quelqu'un qui serait hypersensible, qui se fait une maison en bois partout huilé, il va quand même avoir une certaine réaction parce que les bois dégagent l'uréformaldéhyde naturellement. Mais il existe au moins des matériaux pour faire des armoires de cuisine qui ne seront pas en vrai bois massif, qui va coûter une fortune puis qui va tordre en séchant. Bien, vous faites quand même des armoires en mélamine, qui est du recyclage de fibres, c'est très écologique. Mais au lieu de mettre de la mélamine, ça pourrait être un plaquage de bois. Mais la mélamine, ça ne sera pas avec un dégagement d'uréformaldéhyde. Puis ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte 10 $ la feuille. Ça va vous coûter 300 $ pour une armoire de 10 000 ou 15 000 de plus, avoir une armoire saine en le spécifiant. C'est-tu la mélamine New Green? C'est le New Green de Uniboard. Puis il y a Flakeboard qui fait Vista aussi. Fait que si votre ébénisterie dit « Ah, moi, j'achète pas de l'Uniboard ben, », t'achètes du Flakeboard d'abord. Il y a 2 marques pour leur blanc. Fait que ça va être du Vesta à ce moment-là. Puis ils ont plusieurs grades. Ils ont du sans uréformaldéhyde ajouté, puis ils ont du sans urée, ils ont 2-3 grades. Là. On peut avoir vraiment comme rien. Là. Il n'a pas d'uréformaldéhyde, il est contenu. Dans la mélamine, il n'y en a pas. Ça ne dégagera pas de COV. Autre que ce que le bois dégagerait normalement. Le bois dégage? Oui, le bois. Même s'il n'y a rien dessus. C'est le bois lui-même, c'est la résine du bois qui dégage un petit peu d'urée. Oui, mais ce n'est pas des grosses concentrations comme de la mélamine ou comme des colles ou des produits, des tapis. La résine, c'est une colle. Je sais, mais moi, j'ai fait tout l'appartement en bois. Oui, ben c'est ça, mais... c'est comme genre... c'est comme... naturellement, les excréments, c'est du gaz, là. C'est du... Oui, c'est ça. C'est de la pollution. Hop là, je ne l'avais pas vu souvent, cet effet-là. Ça, c'est les 2 vidéos sur mon site que vous pourrez aller voir. Donc ça, c'est la maison de Sainte-Adèle. Puis ça, c'est la maison en paille de Port-Neuf. Donc, il y a 2 vidéos assez longues, puis on voit des images de l'intérieur, puis l'entrevue avec les 2 personnes. La maison en paille, là, il y a du crépi en dedans, puis en dehors. Elle a du crépi en dedans. En dehors, il y en a eu une couche, mais elle a remis un parement de bois par-dessus. Okay. Mais en dedans, on le voit bien, là, elle fait des coins ronds, puis c'est beau, mais il ne fallait pas toucher les murs parce qu'elle avait mis une peinture écologique à la base de chaux. Puis ça ne se lave pas. Fait que elle nous fait visiter sa maison, mais ne touchez pas les murs. La base de choses, parce que si elle n'a pas mis un scellant dessus, il faut que tu mettes comme un savon de Marseille qui va hydrofuger, puis que genre, tu vas pouvoir nettoyer, faire l'entretien, puis que ça va laisser c'est ça. Il y a beaucoup de façons écologiques de pouvoir résoudre le problème, mais elle, son choix, ça avait été tel produit, là, puis là, il commence à avoir des plaques. Oui, parce que c'est sûr que la chose, c'est que ça respire, puis c'est très... c'est comme de la poudre, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça se lave pas. Tu sais, tu mets rien dessus. Mais si tu appliques un savon de Marseille, ça laisse respirer. Parce que les caractéristiques de la chose, c'est comme d'emprisonner comme genre les bactéries, là.
puis de recracher là, de l'air sain. Là. Fait que quand tu mets un savon de Marseille, tu peux laver tes murs comme il faut. Puis ça n'empêche pas de faire la job à la chaux. Tu dis ça, il existe un gyps aussi. Renew Wall, c'est un gyps, mais qui absorbe les polluants. C'est éprouvé scientifiquement. Sauf que, une fois que tu as mis de la peinture dessus, le gyps, il doit accumuler un petit peu moins. Fait que ça, c'en est un à faire attention. Il est certifié écologique, il va absorber les CO2 puis les urées formaldéhydes, puis il ne les réémettra pas durant toute sa durée de vie. Ben, mais quand il est peinturé, il absorbe quasiment plus. Là, c'est de mettre dans le fond des peintures comme à l'argile, au lait. À la cire, oui. Ben, pas la cire, parce que la cire, ça va comme étanchéifier. Ben, il y en a que non. Là. On met de la cire sur du bois pour que le bois continue à respirer. Fait que sur le gyps, ben, ça dépend de la cire et de l'épaisseur que tu mets. En fait, c'est l'accessibilité à un bâtiment écologique qui est le plus important. Moi, je ne suis pas un puriste de la peinture la plus écologique qui est dure à appliquer, puis qui ne durera pas longtemps, puis qui est dure à laver, parce qu'il y en a de ces produits écologiques-là qui n'ont pas les avantages de l'entretien, mais qui sont sains. Oui, mais il faut être puriste, puis il faut vouloir l'entretenir. Je pense qu'il est plus important d'avoir une peinture qui est plus saine, qui a au moins pas de dégagement de COV, qui est au moins la gamme nature de Beauty Tone ou la gamme... Tu sais, ils ont toute une gamme plus écologique. Elle a quand même des composés chimiques, mais au moins elle va durer longtemps. Ça va prendre 10 ou 15 ans avant qu'on ait besoin de la peinturer, alors que d'autres produits moins écologiques, il va falloir refaire plus souvent. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire peur non plus, parce que c'est une étape qui est arrivée à la fin. Puis qu'il y a bien des clients, puis des gens... Ah ben là, rendu là, on va mettre... tu sais, c'est fait, on va mettre une peinture à l'eau, tu sais, ça va avoir de l'allure, mais oui, il y a moyen de faire ça, mais même avec des produits du marché, ils sont de super bonne qualité. Là. Le Natura Mode Beauty Tone, c'était mon préféré. Elle est épaisse, elle couvre bien, puis elle a zéro dégagement de COV, mais elle est quand même à base de titane, d'oxyde de titane en partie, puis c'est quand même à base de pétrochimie, mais au moins on a fait un pas, c'est moins pire, puis c'est accessible à tous les peintres. Tu sais, tu n'auras pas besoin de le faire toi-même, tu vas être capable d'engager quelqu'un, parce que ça se peinture comme n'importe quelle peinture. Ça garde le côté accessibilité, facilité à avoir une maison plus écologique. Mais on peut le faire. Il y a 2-3 compagnies. Il y a Livos qui est importé au Québec depuis longtemps. Ça, on peut l'acheter à Québec et puis à Montréal. Et puis ça, c'est une vraie peinture au LIVOS. LIVOS, c'est une peinture? Oui. Puis ça, c'est vraiment des peintures, des huiles, des cires. Il y a Toqué à Montréal, un magasin qui s'appelle Toqué. Ben oui, distribution Toqué. Ben, eux autres, vous pouvez acheter des produits d'eux autres. Connais-tu Marie-France Sketch? Non, je ne les connais pas intimement, non. Oui. Mais c'est un site que je donne, un endroit que je donne en référence, parce qu'on peut commander d'eux autres, puis ça s'applique quand même facilement. Mais là, on n'est pas dans les mêmes prix. Puis si on donne ça à un peintre ordinaire, il va dire « Ah, moi, je veux mieux Massico. » Tandis que quand on tombe sur une compagnie locale... Massico, ils n'ont pas de gamme un peu plus écologique? Je le connais pas par cœur, mais je sais que Benjamin est mort là. Mais ils doivent tous l'avoir parce qu'il y a 2 compagnies de pétrochimie pour toutes les sortes de peintures en Amérique du Nord. Fait que quand vous avez 2 gammes de couleurs différentes, c'est parce qu'ils ont changé les noms. Mais il y a seulement 2 sortes de pigments différents. Fait qu'il y a comme genre 4 compagnies qui vont avoir les mêmes pigments, mais qui ont joué d'un nom. Puis les 4 autres compagnies qui ont joué dans d'autres noms. Mais c'est les mêmes pigments. Il y a 2 usines en Amérique du Nord. Sauf dans les produits écologiques. Là, ça va venir d'Europe. Puis ça va venir de petites usines plus locales. OK, je pense que c'est allemand. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Europe dans ces produits-là. Malheureusement, ça a le côté moins écologique de venir de loin. Les carrières de terre naturelle sont là. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de finis à la terre naturelle, des finis à la chaux, il y a toutes sortes de produits. Mais ça, c'est un domaine que lui, je n'ai pas encore approfondi beaucoup.